Bien, on va voir dans ce chapitre de quoi sont constitués les gaz qui nous entourent. Vous savez par exemple que l'air est constitué de 20% de dioxygène, de 80% environ de diazote, de gaz rares, le néon, l'argon, etc. Et puis des gaz comme le dioxyde de carbone que vous rejetez dans l'air ou de d'hydrogène. Bien, mais de quoi sont-ils constitués au niveau microscopique? On va répondre à cette question maintenant. Pression et température, nous allons commencer donc par la description d'un gaz à l'échelle microscopique en cliquant sur cette animation. En observant à l'intérieur d'une seringue le gaz, dites-moi de quoi est-il constitué et est-ce que le mouvement des particules dont il est constitué est ordonné ou désordonné? Vous avez trouvé la réponse évidemment. Un gaz est constitué d'un ensemble de molécules ou parfois d'atomes dans le cas des gaz rares, qui sont des gaz monoatomiques. Ces particules sont assez éloignées les unes des autres. Ces atomes ou ces molécules sont en agitation permanente et désordonnée. Donc l'exemple, c'est le gaz dioxygène composé de molécules de dioxygène O2 que nous respirons, ou le gaz néon qu'on voit dans les tubes de néon, qui produisent de la lumière et qui sont composés d'atomes de néon de formule Ne. Comme nous le voyons dans l'animation, il est très difficile de décrire un gaz à l'échelle microscopique. Pourquoi? Parce que les particules vont dans tous les sens, c'est désordonné, c'est compliqué, il faudrait définir la vitesse des particules, leur masse, leur position à l'instant T, bref. À l'échelle macroscopique, à l'échelle de l'être humain, on définit un gaz par d'autres paramètres que nous allons voir maintenant. Alors, lesquels à votre avis? Eh bien, on utilise pour décrire l'état d'un gaz des grandeurs qu'on appelle des grandeurs macroscopiques à l'échelle humaine, facilement accessibles à la mesure, telles que la pression P en pascal, l'unité c'est le pascal, le symbole PA, la température grand T en Kelvin, le symbole c'est grand K, le volume grand V en mètre cube, c'est l'unité légale, symbole mètre puissance 3. Et dernière chose, eh bien la quantité de matière petit n de gaz en mol, le symbole c'est MOL. Ces grandeurs qui permettent de décrire l'état d'un gaz sont appelées variables d'état. Bien, on va voir aujourd'hui ce qu'est la pression. Prenons l'exemple de ce gros livre, Culture générale pour les nuls. On en a tous besoin. Vous posez ce livre sur votre main. Qu'est-ce qui se passe? Vous sentez une pression sur votre main. Cette pression, elle dépend de quoi? Eh bien, elle dépend de la masse de l'objet, donc du poids de l'objet. Sur votre main s'exerce une force qui est égale au poids de l'objet. Bon. Cette force s'exerce sur une surface qui est la surface de votre main. Prenez maintenant le livre et mettez-le non plus sur toute la surface de votre main, mais sur une surface beaucoup plus petite. Vous sentez la pression beaucoup plus grande. Par conséquent, pourquoi cette pression est beaucoup plus grande, à votre avis? Eh bien, parce que la surface, elle est comment? Beaucoup plus petite. Donc, conclusion, plus le poids de l'objet est grand, plus la pression est grande, et plus la surface sur laquelle est posé cet objet, sur laquelle s'exerce cette pression est faible, plus la pression est grande. Donc, la pression, c'est le rapport de deux grandeurs, le rapport de la force sur laquelle s'exerce votre main, divisé par la surface de contact entre l'objet et la main. On va voir ça maintenant en détail et on va mettre une petite formule là-dessus. Définition de la pression. Soit F la valeur de la force pressante s'exerçant sur une surface plane d'air grand S. La force pressante grand F est représentée ici, elle est perpendiculaire à la surface grand S. La pression P résultant de cette force est égale au rapport de la force F sur la surface grand S. P
égale F sur S. Les unités sont P en pascal, symbole PA, la force F en newton, symbole grand N, et la surface S en mètres carrés. On utilisera comme autre unité de pression le bar. 1 bar égale 10 puissance 5 pascal. On l'utilise dans l'industrie, notamment dans l'industrie chimique. Donc 1 bar égale 100 000 pascal. L'hectopascal. Un hectopascal, c'est 100 pascal, puisque hecto signifie 100. On l'utilise en météorologie, notamment météorologie marine. Et l'atmosphère. Une atmosphère, c'est la pression atmosphérique, tout simplement, qui s'exerce sur nous, qui vaut 1,013 fois 10 puissance 5 pascal. On va effectuer maintenant un petit calcul de pression pour avoir un ordre d'idée. La surface de contact entre le livre et la main sera à peu près de 16 cm², c'est-à-dire un rectangle de 2 cm d'arête et puis une longueur de 8 cm. 2 x 8, 16 cm². Le livre fait à peu près 1,6 kg. On va donc calculer la pression qui s'exerce sur notre main. Bien, comme dans tout exercice, on lit l'énoncé et on écrit en 1 les données. L'intensité du champ de pesanteur terrestre vaut 9,8 N par kg. La surface de contact vaut 16 cm². Il faut l'écrire dans l'unité légale qui est le mètre carré. Donc ça fait 16 fois 10 moins 2. Pourquoi? Parce que 1 cm c'est 10 moins 2 mètres. C'est 1 centième de mètre. 10 moins 2 au carré, ça fait 10 moins 4. Donc la surface vaut 16 fois 10 moins 4 mètres carrés. La masse vaut 1,6 kg. Une fois qu'on a écrit les données, on écrit la formule. P égale F sur S. Force exercée par le livre sur la surface de contact. La force vaut le poids de l'objet, c'est-à-dire la masse fois petit g, divisé par S. Ce qui nous fait maintenant passer à la troisième étape qui est le calcul. Donc la masse 1,6 fois g qui vaut 9,8 divisé par la surface 16 fois 10 moins 4 mètres carrés. Ce qui nous fait 9,8 fois 10 puissance 4 pascal, autrement dit 98 000 pascal, presque 100 000 pascal. Donc la pression qui s'exerce sur le livre est de 1 bar environ, puisque 1 bar ça fait 100 000 pascal. C'est à peu près l'équivalent de la pression atmosphérique. Alors, la pression atmosphérique, elle est importante, vous ne la ressentez pas parce que vous en avez l'habitude, évidemment. Bien, qu'est-ce qu'on appelle la pression atmosphérique? Eh bien, autour de nous, il y a des molécules d'air qui exercent des forces pressantes sur toute la surface de notre corps. Force pressante divisée par la surface de notre corps, ça nous fait cette fameuse pression qu'on appelle la pression atmosphérique et qui vaut environ 100 000 pascal. Alors, comment évolue-t-elle en fonction de l'altitude, par exemple, cette pression atmosphérique? Eh bien, sur ce tableau fourni par Wikipédia, il y a les différents noms de la couche de l'atmosphère avec les différentes altitudes correspondantes. Par exemple, la troposphère est comprise entre l'altitude de 0 km jusqu'à l'altitude de 11 km. La pression atmosphérique est d'environ 101 000 pascal. Évidemment, cette pression atmosphérique, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle diminue et par exemple à 11 km, la pression atmosphérique n'est plus que de environ 22 000 pascal. Alors comment cette pression évolue avec l'altitude? Eh bien tout simplement, on voit que plus l'altitude augmente, plus la pression diminue. Pourquoi? Eh bien tout simplement, plus l'altitude s'élève, moins il y a de molécules par mètre cube d'air et plus les forces pressantes sont faibles. Si les forces pressantes sont faibles, la pression étant le rapport entre la force pressante sur la surface de contact, eh bien plus F est petit, plus P est petit. En conclusion, la pression atmosphérique est la pression exercée par l'air qui nous entoure. Au niveau du sol, la pression atmosphérique notée P atm est P atm égale 1 bar, P atmosphérique égale 1 bar, c'est-à-dire 100 000 pascal. Et puis plus l'altitude s'élève, plus la pression diminue.
Mesure de la pression d'un gaz. La pression se mesure avec un manomètre. Les baromètres, eux, mesurent la pression atmosphérique. Ici, on a un baromètre dont l'unité de pression est le millimètre de mercure. Donc, on a à peu près 76,5 mm de mercure de pression pour la pression atmosphérique. On distingue deux types de manomètres. Les manomètres absolus, qui donnent la valeur de la pression du gaz par rapport au vide, et les manomètres relatifs, qui donnent la pression du gaz par rapport à la pression atmosphérique. Ici, nous avons un manomètre relatif qui est utilisé, par exemple, pour mesurer la pression des pneus. Quand l'aiguille est sur le 2, ça veut dire qu'il y a tout simplement 2 bars de pression relative par rapport à la pression atmosphérique, c'est-à-dire combien en réalité à l'intérieur de la chambre à air, 2, plus la pression atmosphérique, ça veut dire à peu près 3 bars. Alors, juste un exemple de pression, quand vous gonflez les pneus de votre vélo avec un manomètre relatif, vous pouvez gonfler les pneus d'un vélo de course jusqu'à environ 5 bars en pression relative. Ce qui fait qu'à l'intérieur du pneu, il y a en fait 5 bars plus la pression atmosphérique, c'est-à-dire à peu près 6 bars. Pour les pneus de voiture, c'est environ 2 bars. Pour les pneus de voiture, alors tout dépend du type de pneu évidemment, si c'est les pneus arrière et les pneus avant, et puis ça dépend également de la température. Bien, on peut voir sur cette animation ici le manomètre de Bourdon qui est utilisé pour mesurer la pression des gaz ou encore des liquides non visqueux. Le fluide dont on veut mesurer la pression entre à l'intérieur du manomètre et exerce une force résultante qui a pour effet de déformer le manomètre. L'aiguille se déplace et indique la pression. Appareil de mesure de température. La température se mesure avec un thermomètre. Il comporte un capteur mettant en jeu un phénomène physique variant avec la température. Les phénomènes les plus courants sont la dilatation d'un liquide. Plus il fait chaud, plus le liquide se dilate. C'est le cas des thermomètres usuels à alcool ou à mercure. Prenons l'exemple de ce thermomètre qui utilise la dilatation d'un liquide calovecteur, ici en bleu clair. Ce liquide, en se dilatant lorsque la température augmente ou en se contractant lorsqu'elle diminue, déplace le mercure qui est sous forme liquide. Mercure représenté ici en gris. La base des deux fines baguettes bleues indique les températures maximales à droite et température minimale à gauche. Démarrons avec la température la plus froide de la journée. Elle est indiquée ici, elle vaut environ 10 degrés. Les températures indiquées en rouge sont les températures négatives. Quand il fait plus chaud, le liquide ici se dilate, pousse le mercure qui pousse le liquide avec la petite barrette bleue. La température maximale est environ de 22 degrés. Au cours de la journée, la température à nouveau baisse, mais il reste ici indiqué la valeur la plus élevée de la journée, 22 degrés, la moins élevée de la journée, 10 degrés, et la température actuelle qui vaut environ 14 degrés. Nous la voyons ici ou ici. Autre phénomène mis en jeu, la résistance électrique d'un conducteur. Cette résistance dépend de la température. On l'utilise dans les thermomètres électroniques. On peut également utiliser un thermomètre à rayonnement infrarouge. C'est l'émission du rayonnement qui va déterminer la température. Évidemment que pour repérer la température d'un corps, la sonde du thermomètre doit être en contact avec le corps suffisamment longtemps. La sonde et le corps doivent être en équilibre thermique.
Chaque matin, on se lève en se demandant, mais quelle est la température extérieure? Alors, on a vu que la température extérieure, c'était dû à l'agitation des molécules. Plus les molécules sont agitées, plus la température s'élève. Maintenant, vous avez l'habitude d'utiliser une échelle de température, c'est l'échelle du degré Celsius. À 0 degré Celsius, l'eau gèle, en dessus, elle est sous forme liquide, au-dessus de 100 degrés Celsius, elle est sous forme vapeur. Et puis on utilise aussi chez les Anglais le degré Fahrenheit. Degré Fahrenheit, qui est une autre échelle de température. Et puis il y a une troisième échelle de température qu'on va découvrir maintenant. Échelle de température, donc l'échelle légale de température est l'échelle de température absolue dont l'unité est le Kelvin, symbole grand K. Une échelle très utilisée en France notamment est l'échelle Celsius, dont l'unité est le degré Celsius, dont le symbole est degré C. La température absolue notée grand T et la température Celsius notée θ, lettre grecque θ, sont liées par la relation température en Kelvin est égale à la température en degrés Celsius plus 273,15. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle cette température Kelvin température absolue? Eh bien, on a vu que la température était fonction de l'agitation moléculaire. À 0 Kelvin, c'est la température la plus basse existant, eh bien les molécules ne bougent plus, elles restent fixes. En l'absence de toute agitation thermique, la température absolue grand T est égale à 0 Kelvin. C'est le zéro absolu. Il n'existe pas de température inférieure à 0 Kelvin. À cette température, les entités chimiques, que sont les ions, les atomes et les molécules, sont immobiles. Un petit exemple que vous ferez en exercice, quelle est la température absolue grand T à la température θ égale 0 degré Celsius? Deuxième question, quelle est la température θ1 à la température absolue T1 égale 293 Kelvin? Je vous laisse réfléchir. Dans cette première question, on réécrit la formule liant la température en Kelvin avec la température en degrés Celsius. La température en degrés Celsius vaut 0 degrés Celsius, donc la température en Kelvin vaut 0 plus 273,15, c'est-à-dire environ, avec trois chiffres significatifs, 273 Kelvin. Pour la température θ1 en degrés Celsius correspondant à la température en Kelvin de 293 Kelvin, on réécrit la formule. T1 en Kelvin égale θ1 en degrés Celsius plus 273,15. Autrement dit, θ en degrés Celsius égale T1 en Kelvin moins 273,15, ce qui nous fait à peu près calcul 20 degrés Celsius. Quelle est la relation entre la pression à l'intérieur d'une enceinte et le volume de l'enceinte? Pour découvrir cette relation, nous allons recliquer sur l'animation précédente. Nous allons faire varier le volume du piston avec ces boutons et on va noter pour chaque volume la pression à l'intérieur. Par exemple, dans ce cas-là, pour un volume de 54 ml dans cette seringue, la pression est de 926 hectopascales, c'est-à-dire 926 fois 100 pascal. Il nous suffit maintenant d'écrire la valeur en hectopascal de la pression et d'effectuer le produit P fois V dans cette colonne. Les résultats nous donnent à chaque fois un produit P fois V qui est égal à 5,00 fois 10 puissance 4 hectopascal fois millilitre. Plus le volume diminue, plus la pression augmente, mais le produit de la pression par le volume reste constant si évidemment la température est constante à l'intérieur de l'enceinte. Cette loi est appelée la loi de Boyle-Mariotte puisqu'elle a été découverte conjointement par M. Boyle et M. Mariotte vers 1662. Donc à température constante,
Pour une quantité donnée de gaz, le produit de la pression P par le volume V occupé par le gaz est constant. Donc P fois V égale constante. Quel va être l'effet de cette loi de Mariotte au cours d'une plongée? Eh bien, on immerge à 20 mètres un ballon contenant une certaine masse de gaz. À cette profondeur, le ballon occupe un volume V1 égale 1 litre à la pression de 3 bars, tout en bas, ici, sur le schéma. En remontant, le ballon se gonfle et on observe qu'à 10 mètres, son volume est de 1,5 litres. La pression est de 2 bars. À 20 mètres, 3 fois 1 égale 3, produit P1 fois V1. À 10 mètres, 2 fois 1,5 égale 3. Et puis à 0 mètre, quand le ballon arrive au niveau de la surface de la mer, à ce moment-là, la pression vaut plus que 1 bar, et donc le volume vaut 3 litres, puisque 1 fois 3 égale 3 également. Alors, quels vont être les problèmes engendrés par cette remontée? Eh bien, tout simplement, l'air que vous avez dans votre sang, notamment l'oxygène que vous avez dans votre sang, qui peut être sous forme gazeuse, eh bien, va augmenter de volume au cours de la remontée et peuvent entraîner à ce moment-là une explosion de veines à l'intérieur de votre corps et provoquer la mort. Donc il faut faire attention et respecter ce qu'on appelle les paliers de décompression. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous plongez dans l'eau? Vous remarquez que la pression augmente. Pourquoi? Découvrons quelle est la relation entre la pression P et la profondeur H dans le cas des liquides. Vous cliquerez sur l'animation suivante et remplirez le tableau ci-dessous, dans lequel, dans la première colonne, vous aurez la hauteur en mètres, la pression hydrostatique en pascal dans la deuxième colonne et la pression totale dans la troisième colonne. Le liquide utilisé sera de l'eau et on va enfoncer un capteur de pression à l'intérieur du liquide. Pour chaque hauteur, par exemple, pour chaque profondeur, par exemple pour une profondeur de 1 cm, ici, eh bien la pression hydrostatique s'affiche, elle vaut 0,98 hectopascal, c'est-à-dire 0,98 fois 100 pascal. Pour une profondeur de 2 cm, ici, la pression hydrostatique vaut 200 pascal, etc. On voit bien que plus la profondeur d'immersion est importante, plus la pression augmente. C'est pour ça que vous ressentez sur votre tête une pression de plus en plus importante au fur et à mesure de votre immersion dans l'eau. Déterminons maintenant, grâce au tableur Excel, la relation entre la pression totale et la profondeur d'immersion. Nous avons recollé dans Excel, dans le tableur Excel, les valeurs de profondeur et les valeurs de pression correspondantes. Une remarque, ici, les valeurs de hauteur sont en mètres, donc 4 cm, eh bien c'est 4 fois 10 moins 2 mètres. Donc si vous voulez écrire 5 cm, c'est-à-dire 5 fois 10 moins 2 mètres, il faut l'écrire 5 fois, alors inutile de marquer le fois, mais vous mettez 5e moins 2, ce qui vous donne 5 fois 10 moins 2. Il vous suffit maintenant de sélectionner les deux colonnes, puis d'aller dans Insertion, Nuage de points, choisir le type de graphique, par exemple celui-ci, et vous allez voir s'afficher la pression sur cet axe et la profondeur d'immersion sur l'axe des abscisses. Donc pression en ordonnée et ici, sur l'axe des abscisses, la profondeur. Bien, vous pouvez changer ici le titre directement. Il s'agit de la pression totale en fonction de la profondeur petit h qui est en mètres et la pression évidemment est en pascal. Ensuite, cette partie-là, vous l'effacez, elle n'est pas intéressante. Et puis, il ne vous reste plus qu'à trouver l'équation de la courbe. Vous voyez qu'il s'agit d'une droite. C'est une droite qui ne passe pas par l'origine. Donc, il y a une relation affine entre la pression
et la profondeur. Nous allons la déterminer. Vous cliquez avec le bouton droit de votre souris sur la courbe, vous ajoutez une courbe de tendance. Il s'agit d'une courbe de type linéaire, puisqu'il s'agit d'une droite. Ensuite, vous affichez l'équation sur le graphique, vous fermez, l'équation s'affiche. Alors, en Y, j'ai la pression P totale en pascal, qui est l'unité légale de pression, je vous rappelle. Et en X, on a l'altitude, donc multiplié par l'altitude, ou pardon, par la profondeur, hein, petit h, en mètres. Voilà. Conclusion, la pression dans un liquide augmente avec la profondeur. À une profondeur h en mètres, dans un liquide de masse volumique ρ en kg par mètre cube, la pression P est donnée par la formule P égale pression atmosphérique, qui existe déjà en dessus du liquide bien sûr, plus ρ fois G fois H. Nous avons trouvé, dans le cas du liquide eau, pression totale égale à peu près 9760 fois H plus cette pression atmosphérique qui vaut 101 325 pascal ou 326 pascal. Donc vérifions ceci. Eh bien, dans le cas où le liquide est l'eau, la masse volumique de l'eau est 1,00 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube. La relation devient P égale P atmosphère plus ρ G H, ce qui nous fait 101 325 pascal plus masse volumique 1,00 fois 10 puissance 3 fois 9,8 fois H, ce qui nous fait donc 101 325 plus 9,8 000 fois H. On retrouve bien l'équation de la courbe que nous avions trouvée précédemment. Aux erreurs, évidemment, aux erreurs près de calcul. Application, un plongeur se trouve à une profondeur de 10 mètres. La masse volumique de l'eau est toujours 1,00 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube. Calculez la pression P à cette profondeur. Il nous suffit d'écrire l'expression littérale donnant la pression P, qui est égale à la pression atmosphérique, plus ρGH. Alors, on va prendre une pression atmosphérique avec deux chiffres significatifs, 1,0 fois 10 puissance 5 pascal, plus ρ, c'est 1,0 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube, G, l'intensité du champ de pesanteur terrestre, 9,8, et H, 10 mètres, ce qui nous fait à peu près 1,98, c'est-à-dire à peu près avec deux chiffres significatifs, non pas 1,98, mais bien 2,0 fois 10 puissance 5 pascal, ce qui nous fait à peu près 2 bars environ. Donc à 10 mètres de profondeur, la pression est 2 fois plus forte qu'à la surface. À 20 mètres de profondeur, elle est 3 fois supérieure, etc., etc. À chaque fois que le plongeur s'immerge de 10 mètres en plus, eh bien la pression augmente de 1 bar, c'est-à-dire la pression augmente d'équivalent d'une pression atmosphérique.